Je me tenais au fond du bureau d'avocat lambrissé, l'air chargé d'eau, de colognes de cuir et de secrets. La lecture du testament s'éternisait pleine de formalités et de détails financiers auxquels je prêtais à peine attention jusqu'à ce que l'avocat s'éclaircisse la gorge et lise la clause finale. À Aurélie Tessier, la maison située aux 12 rue des Lilas, entièrement payée et entretenue pendant 30 ans, est léguée en totalité en gage d'un amour et d'une gratitude durable. Les mots résonnèrent dans dans mes oreilles. Je clignai des yeux une fois, 2 fois. J'avais sûrement mal entendu, mais l'avocat ne s'arrêta pas, ne me jeta pas un regard. Il passa simplement au bénéficiaire suivant, comme si ce qu'il venait de dire n'avait pas fissuré ma vie entière en deux. Aurélie Tessier. Un nom que je n'avais pas entendu prononcer à voix haute depuis des décennies. Je sentis tous les regards se tourner. Un cousin toussa maladroitement. Mon fils aîné se raidit à mes côtés mais ne dit rien. Mes genoux faillirent céder mais je restai debout. La fierté peut être un puissant remède, parfois le seul qu'il vous reste. 30 ans. 30 ans de longues gardes de nuit à l'hôpital de vacances sacrifiés de budgets serrés. J'avais préparé des déjeuners froids pour aider à rembourser cette maison. Je n'avais jamais manqué un seul paiement d'hypothèque. Marcel disait toujours « Ce qui est à moi est à toi ». Menteur. Cette maison était censée être notre éternité. J'avais peint ses murs, planté son jardin. J'avais saigné sur le carrelage de la cuisine la nuit où j'avais perdu notre deuxième enfant. J'aimais cette maison comme si elle faisait partie de mon propre corps. Et maintenant, elle lui appartenait. Je ne restais pas pour la suite. Je ne voulais pas voir la pitié ou pire le soulagement dans leurs yeux. Je m'éclipsais avant le dernier paragraphe, retenant chaque once de honte comme un barrage prêt à rompre. Le soleil de l'après-midi me frappa le visage comme une gifle lorsque je sortis. Je ne pleurais pas encore. J'avais juste besoin d'air. Le parking devint flou. Je marchais vers ma voiture dans un brouillard, chaque pas plus lourd que le précédent. Mes mains tremblaient en serrant le volant, mais je ne démarrais pas le moteur. Je restais assise là, silencieuse, figée. Puis je le vis de l'autre côté de la rue, juste devant ma maison. Un panneau blanc éclatant avait été planté dans la pelouse. À vendre. Moins de 24 heures après l'enterrement. Pas même un coup de fil. Aurélie n'avait pas perdu une seconde. L'encre sur le certificat de décès de Marcel n'était même pas sèche et elle avait déjà revendiqué ma vie comme sa victoire. Je fixais ce panneau longtemps, plus longtemps que prévu. Une brûlure lente commença dans ma poitrine, rage, chagrin, trahison tout bouillonnant dans un silence oppressant. Cette maison n'avait jamais été à moi, n'est-ce pas? Et peut-être lui non plus. Marcel n'était pas l'amour de ma vie, pas dans le sens des contes de fées. Il ne m'avait pas fait chavirer ni écrit de sonnette. Mais il était stable, fiable, un instituteur avec une pension et des ongles propres. Après une enfance marquée par des avis d'expulsion et des disputes hurlantes, ce genre de calme semblait être une sécurité. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds au centre communautaire. Il m'a demandé si je croyais en la planification financière. J'ai ri pensant que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Il aimait épargner, planifier, ordonner. J'aimais qu'il ne hausse jamais la voix et qu'il porte toujours des chaussettes propres. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Pas de lune de miel, nous n'en avions pas les moyens. À la place, nous avons emménagé dans un petit 2 pièces rue des Lilas et Marcel a commencé à calculer les intérêts hypothécaires sur un carnet jaune pendant que je récurais le lino avec du vinaigre et de l'espoir. Dès le début, j'ai travaillé de nuit. En tant qu'infirmière débutante, je n'avais pas d'ancienneté, alors je prenais ce qu'on me donnait. Parfois, cela signifiait 3 gardes de 12 heures d'affilée. Parfois, dormir sur des bancs pendant des pauses de 4 heures pour joindre les 2 bouts. Marcel disait qu'il était logique que je gère les flux financiers, puisque j'étais plus attachée émotionnellement à la consommation. Je pense que c'était sa façon de dire que j'aimais faire les courses. Alors je payais les factures, le gaz, le téléphone, l'hypothèque. Lui s'occupait des tableurs budgétaires et notait la dépréciation du ménage.
dû poser plus de questions. Mais quand on est en plein combat pour survivre, on ne s'arrête pas pour analyser les termes de son sacrifice. Il n'était pas cruel, juste absent, émotionnellement économe, comme s'il craignait que trop d'affection provoque une inflation. Il ne me prenait pas dans ses bras la nuit, sauf si je le demandais. Il ne se souvenait des anniversaires que si je le rappelais. Il m'embrassait toujours sur la joue, jamais sur les lèvres. Il gardait un tiroir dans son bureau fermé à clé, toujours. Je n'y touchais jamais. Un mariage a besoin de limites, disait-il. J'acceptais cela, comme j'acceptais tout le reste. Je me souviens d'une fois, notre 7e année de mariage, je suis rentrée d'une garde de 16 heures pour trouver Marcel assis sur le canapé, les yeux perdus dans un mot croisé. J'étais si épuisée que je pouvais à peine respirer. Je suis restée là longtemps, espérant qu'il lève les yeux et dise qu'il m'avait manqué. Il ne l'a pas fait. Alors je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé du thé pour nous deux. C'est le genre de femme que j'étais. Je n'avais pas besoin de grands gestes. Je voulais juste qu'on forme une équipe. J'étais fière de notre petite maison. Je m'occupais du jardin chaque printemps, repeignais les plinths chaque automne. Je découpais des bons de réduction, faisais durer un poulet une semaine et parvenais encore à mettre de l'argent de côté. Chaque fois que je franchissais la porte d'entrée, je me disais qu'on construisait quelque chose ensemble. Je ne savais pas que je le construisais seul. Ça a commencé comme une étincelle. Quelque chose de si petit que j'ai failli l'ignorer. Un printemps, peut-être 5 ans avant la mort de Marcel, une lettre est arrivée à son nom sur un épais papier crème. Je me souviens du nom écrit en cursive élégante, Aurélie Tessier. Je suis restée au comptoir de la cuisine la tenant plus longtemps que je n'aurais dû. Je savais qu'il ne fallait pas l'ouvrir. Je l'ai soigneusement posé sur son bureau. Quand il est rentré ce soir-là, je l'ai mentionné nonchalamment. Tu as reçu une lettre aujourd'hui, d'une certaine Aurélie. Il s'est figé une demi-seconde. Puis sans lever les yeux, il a marmonné une ancienne élève, rien d'important. Je voulais le croire, vraiment. Mais ça s'est reproduit, une fois à l'automne, une autre l'été suivant, toujours sur ce même papier épais, toujours avec ce même nom. Et à chaque fois, il donnait une explication différente. Ancienne élève, collègue, quelqu'un de son groupe d'investissement. Et puis il y avait les voyages. 2 ou 3 fois par an, Marcel faisait ses valises et partait dans le nord de la région voir un vieil ami. Il s'absentait 2, peut-être 3 nuits. Il ramenait toujours quelque chose de générique, du sirop d'érable, un porte-clés sculpté. Rien de personnel, rien de réfléchi. Quand je demandais qui était cet ami, il haussait les épaules. Juste un collègue avec qui j'enseignais, tu ne le connais pas. Je n'insistais pas. Je ne voulais pas être la femme qui harcèle. Mais le doute a une façon de grandir dans le silence. Un soir, lors de la fête de départ à la retraite de Marcel, sa cousine Claire, après un verre de chardonnay, de trop s'est penchée vers moi. Marcel a toujours eu un faible pour Aurélie Tessier, a-t-elle gloussé. L'amour de lycée ne meurt jamais. Vraiment, hein? Mon estomac s'est noué. Je l'ai interrogé à ce sujet ce soir-là. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement demandé « As-tu déjà été avec une certaine Aurélie ?» Il a posé sa fourchette, lentement m'a regardé comme si je l'accusais d'un crime. « Tu me fais un interrogatoire là », a-t-il dit. « Madeleine, c'est pour ça que je ne partage rien avec toi. Tu déformes tout. » Puis, il s'est levé et a quitté la table. Et moi, comme l'idiote que j'étais, j'ai débarrassé les assiettes, fait la vaisselle et me suis convaincue que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Mon Dieu, ça en avait. Je suis restée éveillée cette nuit-là, les yeux grands ouverts dans le lit que nous partagions autrefois. Mon côté toujours impeccable. Le sien encore chargé de son poids même dans son absence. Le sommeil ne venait pas. Pas après le testament. Pas après avoir entendu le nom d'Aurélie Tessier gravé dans ma vie comme un dernier coup de couteau. La voix de l'avocat avait été si plate, si désinvolte.
Tous les actifs financiers, comptes d'investissement et polices d'assurance seront répartis équitablement entre les fils de Marcel. La maison située aux 12 rue des Lilas est léguée en totalité à Aurélie Tessier. Aucune mention de moi, pas une phrase, pas même un merci pour 30 ans de mariage. J'ai continué à fonctionner toute la journée. Café, vaisselle, lessive. Mais mes mains tremblaient à chaque pli, chaque rinçage. Quand la nuit est arrivée, je ne pouvais plus faire semblant. J'avais besoin de réponses. Je suis entrée dans son bureau. Le tiroir, celui qu'il gardait toujours fermé à clé, attendait en silence comme s'il m'avait attendu. La clé était scotchée sous le bureau. Je l'avais trouvée il y a des années, mais je ne l'avais jamais utilisée. C'était le genre d'épouse que j'étais. Plus maintenant. La serrure s'ouvrit avec un clic. Mon souffle se coupa. À l'intérieur, soigneusement empilées des lettres. Des dizaines. Certaines jaunies par le temps, d'autres récentes. J'ai sorti la première. L'écriture était délicate, presque romantique. Le genre de calligraphie qu'on utilise quand on est jeune et qu'on croit encore en l'éternité. Marcel, j'ai vu ton sourire dans un reportage télé. Ça me fait encore tourner la tête, même maintenant. Tu étais élégant avec cette cravate, celle que je t'ai offerte après le bac. Mon estomac s'est retourné. Chaque lettre révélait un souvenir, un moment volé, un fantasme de ce qui aurait pu être. Elle l'appelait M et lui l'appelait A. Ils avaient leur propre langage. Une enveloppe était plus épaisse que les autres. À l'intérieur, une carte d'anniversaire des fleurs séchées et un papier plié. Je l'ai lu une fois, puis deux. Les mots se brouillaient, mais une phrase m'a frappé si fort que j'ai cru que mes côtes se brisaient autour. J'ai épousé Madeleine parce qu'il le fallait. Tu as toujours été mon foyer. J'ai lâché la lettre. Mes jambes ont cédé. Je me suis effondrée sur le sol, entourée de la vérité écrite de sa propre main. J'étais l'obligation. Aurélie était le rêve. 3 décennies. 3 décennies à couper des comprimés pour payer les factures. À avaler la solitude pour préserver la paix. À construire une vie que je pensais réelle. Il m'a laissé croire que j'étais sa partenaire, sa famille. Mais j'étais le bouche-trou. La femme dont il s'était contenté. Et le tiroir qu'il ne m'a jamais laissé ouvrir, il contenait la vérité qu'il n'a jamais osé me dire en face. 3 jours. C'est le temps que j'ai pleuré. Pas pour Marcel, mais pour la version de ma vie que je pensais avoir. Puis le 4e matin, je me suis réveillée avec une clarté dans les veines. Plus de mains tremblantes, plus de couloirs arpentés. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai préparé une cafetière de café noir et je me suis assise à la table avec un carnet jaune. Il était temps de reprendre ce qui était à moi. Le bureau de l'avocat était froid clinique. Le jeune associé m'a regardé avec une sympathie polie, celle qu'on réserve aux veuves avec des problèmes de paperasse. J'ai glissé un épais dossier sur le bureau, des années de reçus de déclaration fiscale de relevés bancaires. J'ai payé pour cette maison, ai-je dit la voix ferme. Pas lui, moi. Il a feuilleté les documents. Ses sourcils se sont légèrement levés. 93%, a-t-il murmuré. Vous avez vraiment couvert presque tout. Presque, ai-je demandé. Essayez tout. Il s'est adossé à son fauteuil intrigué. Il y a peut-être une solution, a-t-il dit. C'est risqué. Mais si nous pouvons prouver votre contribution exclusive, nous pourrions contester la requête. Au minimum, faire geler la succession. Faites-le, ai-je dit. Tout. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi par peur. Je n'ai pas dormi parce que j'étais vivante à nouveau. Le poids de la trahison ne m'écrasait plus, il m'aiguisait. 1 semaine plus tard, un avis a été déposé au tribunal des successions. Et 2 jours après, Aurélie est venue à la maison. J'ai entendu frapper alors que je taillais les rosiers dans le jardin. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et ouvert la porte pour la trouver là, dans un tailleur rose pâle, tenant un sac de créateur comme un trophée. Son visage était calme, confiant, comme si elle avait déjà gagné. « Bonjour », a-t-elle dit la voix mielleuse.
Je sais que ça doit être gênant pour vous, mais j'espérais qu'on puisse parler de femme à femme. Je l'ai fixé une longue froide seconde. Puis j'ai reculé pas pour l'inviter, mais pour claquer la porte, fort. Qu'elle parle au mur. À l'intérieur, je suis restée dans le silence, le cœur battant, mais pas de peur, d'une force plus féroce. Pendant 30 ans, j'avais été la femme qui ne demandait rien, qui endurait, qui pardonnait. Cette version de moi est morte le même jour que Marcel. Et ce qui a pris sa place, elle allait brûler chaque mensonge construit sur mes os et bâtir quelque chose de meilleur à partir des cendres. La lettre n'était pas destinée à être vue, pas par le monde, pas par quiconque sauf elle. Mais dès que j'ai lu la phrase « Tu as toujours été mon foyer », j'ai su qu'elle méritait la lumière du jour. Alors je l'ai glissée dans une enveloppe neutre et l'ai envoyée anonymement à un chroniqueur local. Le genre qui se nourrit de scandales et dort dans les ragots. Le genre qui s'est allumé une étincelle sur du bois sec. Une semaine plus tard, le titre s'affichait sur tous les écrans et kiosques de la ville « Une épouse rembourse une hypothèque ». Hypothèque de 30 ans, son mari lègue la maison à une ancienne flamme. Donc, sous-titre. J'ai épousé Madeleine parce qu'il le fallait, révèle une lettre émouvante de l'instituteur défunt à sa maîtresse de longue date. Les retombées furent rapides, les gens parlaient, dans les églises, aux caisses des supermarchés, dans les salles des profs. D'abord des chuchotements, puis de l'indignation, puis une honte franche. Pas pour moi, mais pour lui, pour elle. Aurélie Tessier, la charmante figure du passé de Marcel, se retrouva soudain mise à l'écart par la communauté qu'elle avait autrefois séduite. Son club de lecture s'est dissous du jour au lendemain. Les parents de l'école privée où elle était bénévole ont demandé son retrait. Personne ne voulait être associé à une femme qui avait volé une maison bâtie sur le dos d'une autre. Les procédures judiciaires ont duré 6 mois. De longs mois épuisants, remplis de dépositions de paperasse et de plus de manipulations que je ne l'aurais cru possible. L'avocat d'Aurélie a soutenu que l'intention de Marcel était un héritage romantique, que moi, bien que non mentionné dans le testament, avait bénéficié de décennies de résidence. Mais mon avocat jeune, vif, implacable, a riposté avec chaque reçu que j'avais conservé, chaque centime que j'avais payé, chaque dépôt venant de mes mains. Et la lettre. Quand elle a été présentée comme preuve, la salle d'audience s'est tue. Là, en encre noire, se trouvait la phrase qui a tout ruiné pour Aurélie. J'ai épousé Madeleine parce qu'il le fallait. Tu as toujours été mon foyer. La juge, une femme peu portée sur les théâtralités, a regardé Aurélie droit dans les yeux en rendant son verdict. Le défunt a omis de déclarer les contributions financières de son épouse et a faussement présenté une propriété exclusive de ce bien. Compte tenu des preuves écrasantes des contributions financières de Madame Madeleine Dubois, ce tribunal statue en sa faveur. Une restitution financière complète est accordée. La propriété sera liquidée et les bénéfices répartis en conséquence. Sans essayer. Je n'ai pas pleuré. Pas devant Aurélie, pas devant son avocat qui semblait avoir vu quelqu'un marcher sur sa cravate préférée. Mais quand je suis rentrée chez moi, ma vraie maison, je me suis assise sur la véranda avec un verre de vin pieds nus et j'ai laissé le vent emporter tout cela. La maison a été mise en vente la semaine suivante. Cette fois, ce n'était pas le panneau d'Aurélie dans la pelouse, c'était le mien. Elle est venue récupérer ses affaires. Je n'étais pas là. Je n'avais pas besoin de l'être. La serrure avait déjà été changée. L'avocat s'est occupé de tout. Elle a laissé une boîte de figurines en cristal, celle que je savais que Marcel lui avait achetée au fil des ans. Je les ai données à une boutique solidaire sans l'ouvrir. Que quelqu'un d'autre dépoussière ses mensonges. La justice n'est pas venue dans le feu et la fureur. Elle est venue dans des signatures, dans le silence, dans l'écho vide de ses talons quittant mon couloir pour la dernière fois. C'était le son de la victoire. Le cottage n'était pas grandiose.
Il ne trônait pas sur une colline avec des colonnes majestueuses ou des sols en marbre résonnant sous des chaussures coûteuses, mais il avait de la lumière. Le soleil du matin se déversait par la fenêtre de la cuisine comme du miel chaud, et chaque pièce sentait légèrement la lavande et le sel. La mer était à 2 pâtés de maison, et quand le vent soufflait de l'est, j'entendais les vagues parler au rivage. C'était calme, paisible, et à moi. Je l'ai acheté avec l'argent du règlement, ma part de la maison que j'avais construite et la justice que j'avais gagnée. Pas de co-signataire, pas d'approbation, pas d'homme impliqué. Juste mon nom sur l'acte en encre grasse. Madeleine Dubois. La première chose que j'ai faite a été d'arracher les rideaux hideux pour laisser entrer la lumière. La deuxième a été d'adopter un chat. Elle était vieille, à moitié aveugle, avec une cicatrice le long de l'échine. On disait qu'elle ne s'attachait pas aux nouvelles personnes, mais quand j'ai tendu la main dans la cage, elle n'a pas bronché. Elle s'est simplement penchée lentement, délibérément, comme si elle m'attendait depuis toujours. Je l'ai appelée Rose. Elle dormait sur le rebord de la fenêtre le jour et se blottissait contre mes côtes la nuit comme un battement de cœur dont j'ignorais avoir besoin. J'ai ouvert un petit atelier d'art quelques mois plus tard. Rien d'extravagant, juste une grange réhabilitée aux murs blanchis à la chaux avec des chevalets et des étagères remplies d'argile de pastel et de peinture. Je l'ai appelé l'atelier silencieux. Des femmes ont commencé à venir. Certaines brisées, certaines amères, certaines simplement lasses d'être invisibles. Nous ne parlions pas beaucoup au début, ce n'était pas nécessaire. Nous transformions le chagrin en sculpture peignant la honte sur des toiles et laissions les couleurs parler là où les mots échouaient. La guérison avait une texture, et je la laissais m'envelopper chaque jour. Mes fils rendaient de visite, pas souvent, juste assez pour me rappeler qu'ils existaient encore. Ils s'asseyaient raides au bord de mon canapé, les yeux passant du chat au livre puis à la porte. « On ne savait pas que tu avais ça en toi », a dit l'un d'eux. « Moi non plus », ai-je répondu. Ils n'ont pas demandé pardon, je ne l'ai pas offert. Nous parlions comme des étrangers qui se connaissaient autrefois, et bizarrement c'était plus facile ainsi. Puis est arrivée la lettre. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Aurélie. L'enveloppe était épaisse. Une excuse peut-être, une explication, une justification enveloppée de cursive. Je ne l'ai pas ouverte. À la place, je suis sortie dans le jardin, j'ai craqué une allumette et je l'ai laissée brûler dans le bain d'oiseaux. Rose regardait en silence tandis que la flamme transformait son nom en fumée. Elle voulait une conclusion, mais je n'avais pas besoin de la sienne. Ce soir-là, je me suis assise sur ma véranda, une couverture sur les genoux et Rose sur mes cuisses. Le vent avait le goût du sel et de la promesse. J'ai regardé les étoiles s'allumer une à une dans un ciel noir et écouté le rythme régulier de ma propre respiration. Pendant 30 ans, j'ai tout donné à une vie qui n'était jamais la mienne. Maintenant, chaque instant l'était. Il a fallu 30 ans pour construire cette maison, mais il n'a fallu qu'une femme, moi, pour construire une nouvelle vie.